Constantinople, janvier 1683. Dans les jardins du palais de Topkapi, le sultan Mehmed IV observe les cartes étalées devant lui. À 41 ans, cet homme qu'on surnomme le chasseur rêve de dépasser tous ses prédécesseurs. Soliman le Magnifique avait échoué devant Vienne en 1529. Lui réussira où le plus grand des sultans avait échoué. L'Empire ottoman de 1683 s'étend de l'Algérie aux portes de Vienne, de la mer Noire à l'océan Indien. 20 millions de kilomètres carrés sous l'autorité d'un seul homme. Mais Mehmed IV veut plus, il veut l'Europe, toute l'Europe. Depuis des décennies, l'Empire a traversé une période troublée. Le sultanat des femmes avait plongé Constantinople dans le chaos. Les sultans, prisonniers de leur harem, laissés de leurs mères et épouses gouverner. Les janissaires se révoltaient, pillaient la capitale, dictaient leur volonté au palais. L'Empire semblait condamné. Mais, en 1656, la dynastie albanaise des Köprülü avait pris le pouvoir comme grand vizir. Ces hommes de fer avaient restauré l'autorité impériale, écrasé les révoltes, remis l'armée au pas. Maintenant, l'Empire était prêt à reprendre ses conquêtes. Mehmed IV fixe la carte de l'Europe centrale. Vienne, cette ville qu'on appelle la pomme d'or, est la clé de tout. Sa chute ouvrirait les routes vers Prague, vers Munich, vers Paris même. Les clochers de Notre-Dame pourraient un jour résonner de l'appel du muezzin. Le sultan convoque son grand vizir. Kara Mustafa Pacha entre dans la salle d'audience, s'incline profondément. Cet homme de 49 ans, qu'on surnomme le Noir, à cause de sa barbe sombre, est peut-être le personnage le plus ambitieux de l'Empire. Grand vizir depuis 1676, il a patiemment préparé cette campagne qui doit faire de lui le conquérant de l'Europe. Les ordres du sultan sont pourtant clairs. Soumettre la Hongrie révoltée, reprendre les forteresses perdues, châtier les rebelles hongrois menés par Imre Thököly. Pas question d'attaquer Vienne directement. L'Empire ne peut se permettre un nouvel échec comme en 1529. Mais Kara Mustafa hoche la tête en silence. Dans son esprit, les plans sont déjà tracés. Il ira bien au-delà des ordres impériaux, quitte à désobéir à son maître. Kara Mustafa Pacha observe la carte étalée devant lui dans son palais d'Andrinople. Né en 1634, à Mersifon, ce fils de potier a gravi tous les échelons de l'administration ottomane. Intelligence, ruse, cruauté. Il possède tous les talents nécessaires pour survivre dans la jungle du sérail. Devenu grand vizir en 1676, il a consacré 6 années à préparer cette campagne. Pas seulement une guerre. De plus, mais l'offensive qui doit donner l'Europe aux Ottomans. Car Kara Mustafa ne rêve pas seulement de Vienne. Il rêve de Rome, de Paris, de Londres. Il veut planter le croissant sur toutes les capitales chrétiennes. Le 30 mars 1683, l'armée ottomane quitte Andrinople. 150 000 hommes au départ, mais les effectifs gonflent en route. Des contingents arrivent de tous les coins de l'Empire. 14 000 hommes d'Ahmadi et de Bagdad, 24 000 de Haute-Syrie, 18 000 de Basse-Syrie, 30 000 du Pachalik d'Anatolie. Quand l'armée atteint finalement Vienne, elle comptera près de 300 000 hommes. Cette armée n'est pas seulement une force militaire, c'est une ville en mouvement. Un empire nomade qui remonte le Danube. 20 000 chameaux portent les bagages, 700 000 chevaux tirent l'artillerie et les chariots. Kara Mustafa a emmené son harem de 1500 concubines, gardées par 700 eunuques noirs. Il a fait transporter des fontaines en marbre, des bains turcs, des volières pleines d'oiseaux exotiques, car il ne doute pas de sa victoire. Vienne tombera, puis Prague, puis toute l'Allemagne, et lui, Kara Mustafa, sera l'homme qui aura offert l'Europe à l'islam. En Europe, la terreur grandit. Depuis des mois, les nouvelles arrivent de l'Est. L'armée ottomane grossit en route, dévore tout sur son passage. Villages brûlés, population massacrée ou réduite en esclavage, églises transformées en mosquées. Le raz-de-marée approche. Versailles,
Mars 1683. Louis XIV reçoit l'ambassadeur ottoman dans ses appartements privés. Le roi Soleil, à 45 ans, est au sommet de sa puissance. Son royaume domine l'Europe, ses armées sont invincibles, sa gloire rayonne jusqu'aux Indes. Mais il a un ennemi, l'empereur Léopold Ier de Habsbourg. Cette guerre qui se prépare à l'Est, Louis XIV l'observe avec satisfaction. Une offensive ottomane contre son rival autrichien ne peut que servir ses intérêts. Depuis François Ier, la France s'allie traditionnellement avec les Turcs contre la Maison d'Autriche. Alliance contre nature entre le roi très chrétien et l'ennemi de la chrétienté, mais efficace. L'ambassadeur turc repart de Versailles avec des promesses. La France ne bougera pas. Mieux, elle empêchera toute aide européenne à l'empereur. Si les Ottomans veulent l'Autriche, ils l'auront. Louis XIV calcule froid. Pendant que les Turcs occuperont les forces autrichiennes à l'est, il pourra frapper à l'ouest. Les Pays-Bas espagnols, l'Alsace, la Rhénanie. Autant de territoires à conquérir pendant que l'empereur se battra pour sa survie. L'Europe chrétienne unie contre l'infidèle? Quelle chimère! Chacun joue sa partition dans cette symphonie de la guerre où les intérêts d'État l'emportent sur la solidarité religieuse. À Vienne, l'empereur Léopold Ier comprend le danger mortel qui menace son empire. Cet homme de 43 ans, malingre et au menton prognate caractéristique des Habsbourg, n'a rien d'un guerrier. Mais il sait s'entourer de bons généraux. Il confie le commandement de ses armées à Charles V de Lorraine. Ce prince de 38 ans, chassé de ses États par Louis XIV, a trouvé refuge au service de l'empereur. Excellent stratège, cavalier émérite, il possède cette qualité rare chez les généraux, la chance. Charles de Lorraine ne dispose que de 32 000 hommes pour faire face au raz-de-marée ottoman, insuffisant pour affronter l'ennemi en rase campagne. Sa stratégie est donc simple, harceler l'armée ottomane, ralentir sa progression, gagner du temps en espérant des renforts venus de Pologne. Car l'empereur a signé l'hiver précédent un traité d'alliance défensive avec Jean III Sobieski, roi de Pologne. Si l'un des deux souverains est attaqué, l'autre doit lui porter secours. Léopold Ier compte sur cette clause pour sauver son empire. Mais Varsovie est loin et l'armée polonaise mettra des mois à arriver. En attendant, il faut tenir, coûte que coûte. Mai 1683, l'armée ottomane franchit le Danube à Belgrade et entre en Hongrie. La terre tremble sous les sabots de 300 000 chevaux. Villages et villes se vident à son approche. Ceux qui ne fuient pas sont massacrés ou emmenés en esclavage. Kara Mustafa divise ses forces en 3 colonnes. Au nord, 30 000 hommes progressent sur l'axe Nitra-Presbourg-Vienne. Au centre, le corps principal de 80 000 hommes commandé par le grand vizir en personne remonte la rive sud du Danube. Au sud, 20 000 cavaliers tatars protègent le flanc et lancent des raids en Basse-Autriche. La machine de guerre ottomane broie tout sur son passage. Chaque ville prise enrichit l'armée de nouveaux esclaves, de nouvelles richesses, de nouveaux soldats. Car Kara Mustafa enrôle de force les chrétiens. Hongrois, Croates, Serbes contraints de combattre leurs frères sous la menace du cimeterre. Le 4 juin, première collision à Bude. Charles de Lorraine attaque l'avant-garde ottomane avec ses 32 000 hommes. Combat acharné, victoire tactique des impériaux, mais l'infériorité numérique est écrasante. Le duc doit reculer, laissant le chemin libre vers Vienne. La panique gagne la capitale impériale. Les nobles fuient en emportant leurs trésors. Les marchés se vident, les échoppes ferment. Chaque jour apporte de nouvelles rumeurs plus terrifiantes les unes que les autres. Les Turcs ont 100 000 hommes, 200 000, 500 000. Ils mangent les enfants chrétiens, violant les femmes, brûlent les églises. L'empereur lui-même hésite. Rester dans sa capitale assiégée ou fuir vers l'Allemagne? Ses conseillers le pressent de partir. Si Vienne tombe et que l'empereur est fait prisonnier, c'est tout l'empire des Habsbourg qui s'effondre. Dans la nuit du 7 juillet, Léopold Ier quitte Vienne avec sa cour. Carrosses, chariots, serviteurs,
Tout le faste impérial s'enfuit vers Passo dans un désordre indescriptible. L'empereur abandonne sa capitale à son sort. Seule une garnison de 15 000 hommes reste pour défendre la ville, sous le commandement du comte Ernst Rüdiger von Starhemberg. Ce vétéran de 56 ans, cicatrisé par 20 campagnes, sait qu'il joue la survie de l'Europe chrétienne. Chaque jour gagné peut permettre l'arrivée des secours polonais. 14 juillet 1683, 5 heures du matin. Les guetteurs de Vienne sonnent les cloches d'alarme. À l'horizon oriental, une forêt de lances et d'étendards apparaît dans la brume. L'armée ottomane franchit la Schwechat et déploie ses 300 000 hommes sous les murs de la ville. Le spectacle est saisissant. Aussi loin que porte le regard. La plaine se couvre de tentes multicolores, de pavillons dorés, de bannières claquant au vent. Les uniformes chamarrés des janissaires alternent avec les robes blanches des derviches, les armures des sipahis avec les caftans des dignitaires. 20 peuples de l'Empire ottoman se pressent devant Vienne. Kara Mustafa établit son camp principal près de l'église Saint-Ulrich. 25 000 tentes se dressent en quelques heures. Le grand vizir fait monter sa résidence avec ses jardins suspendus, ses bassins de marbre, ses volières d'oiseaux rares. On croirait davantage à une fête qu'à un siège. Mais derrière cette ostentation se cache une machine de guerre redoutable. Les Ottomans excellent dans l'art du siège depuis la prise de Constantinople en 1453. Leurs ingénieurs militaires ont étudié les fortifications de Vienne, modernisées par Georg Rimpler, selon les dernières techniques italiennes. Ils savent tout frapper. Les défenses viennoises forment un pentagone irrégulier de 3 km de périmètre, 12 bastions reliés par des courtines, un fossé large de 15 mètres, un glacis parfaitement dégagé. Mais ces fortifications, conçues contre l'artillerie du XVIe siècle, peuvent-elles résister aux canons turcs de 1683? L'attaque se concentre sur le secteur le plus faible, les bastions Bourg et Lebel et le Ravelin qui les séparent. C'est là que la muraille médiévale n'a pas été entièrement modernisée. Les Ottomans y massent leur artillerie, 150 canons de bronze, les plus gros d'Europe. Le bombardement commence le 15 juillet à l'aube. Pendant 15 heures d'affilée, les canons turcs pilonnent les murailles. Le fracas est épouvantable. Les boulets de pierre de 50 kilos s'abattent sur les remparts, arrachent des pans entiers de maçonnerie, tuent les défenseurs par dizaines. Dans la ville, la terreur règne. Bourgeois et artisans se terrent dans leurs caves. Les femmes prient dans les églises. Les enfants pleurent. Chaque impact de boulet fait trembler les maisons. La fin du monde semble arriver. Mais Starhemberg organise la résistance avec un sang-froid remarquable. Ancien mercenaire devenu comte, cet homme a appris la guerre dans les plaines de Hongrie. Il sait que tout espoir n'est pas perdu. L'armée polonaise arrive. Il faut tenir jusqu'à son arrivée. Les Ottomans ne comptent pas seulement sur leur artillerie. Ils maîtrisent un art plus terrible encore, la guerre souterraine. Depuis des siècles, les sapeurs turcs creusent des galeries sous les murailles ennemies, y placent des charges de poudre, font exploser les fondations. Cette technique a fait tomber Constantinople, Rhodes, Famagouste. Elle fera tomber Vienne. Dès le 16 juillet, les sapeurs se mettent au travail. Ces hommes, recrutés dans les mines de Bosnie et d'Anatolie, excellent dans l'art de percer la terre. Protégés par des gabions et des tranchées, ils creusent jour et nuit leurs galeries mortelles. Le bruit des pioches résonne sous Vienne. Dans la ville, on entend distinctement les coups sourds des sapeurs qui progressent vers les fondations. L'angoisse grandit. Les défenseurs tentent des contre-mines, creusent leurs propres galeries pour intercepter celles de l'ennemi. Guerre invisible mais impitoyable dans les entrailles de la terre. Le 28 juillet, première explosion. Les sapeurs ont placé leurs charges sous le bastion Lebel. L'explosion réveille toute la ville. Un pan entier de la muraille s'effondre dans un fracas épouvantable. Les janissaires se ruent dans la brèche en poussant leurs cris de guerre. Mais Starhemberg a prévu cette attaque. Derrière la muraille détruite, il a fait édifier une seconde ligne de défense. Palissade,
chevaux de frise, pièces d'artillerie. Les janissaires se heurtent à un mur de fer et de feu. Le combat fait rage pendant 6 heures. Finalement, les Ottomans doivent reculer, laissant 400 morts dans les décombres. Kara Mustafa enrage. Cette ville aurait déjà dû tomber. Ses ingénieurs lui promettaient la victoire en 15 jours. Voilà 2 semaines que le siège a commencé et Vienne résiste toujours. Pire, les nouvelles du Nord sont inquiétantes. L'armée polonaise se rassemble et marche vers l'Autriche. Le grand vizir fait intensifier le bombardement. Jour et nuit, ses canons pilonnent la ville. Jour et nuit, ses sapeurs creusent leurs galeries. Il promet une prime de 1000 ducats au premier homme qui plantera l'étendard turc sur la cathédrale Saint-Étienne. Août arrive avec sa chaleur étouffante. Dans les tranchées ottomanes, l'impatience grandit. Les soldats supportent mal cette guerre de siège qui s'éternise. Habitués aux campagnes rapides, aux victoires éclatantes, ils grondent devant Vienne, qui refuse de tomber. Les janissaires surtout s'impatientent. Ces soldats d'élite, recrutés dès l'enfance parmi les enfants chrétiens et convertis à l'islam, forment l'épine dorsale de l'armée ottomane. Mais ils ont leurs règles, leurs privilèges, leurs exigences, et ils n'hésitent pas à les faire valoir. Le 26 août, coup de théâtre, les janissaires refusent de poursuivre le combat. 12 000 hommes, l'élite de l'armée turque, déposent les armes et rentrent dans leur cantonnement, leur Sanm. Prétexte, le règlement ottoman interdit l'emploi de ce corps d'infanterie pendant plus de 40 jours consécutifs dans le cadre du siège d'une forteresse. En réalité, cette révolte cache d'autres motifs. Les janissaires réclament leur solde en retard, de meilleures rations, une part plus importante du butin futur. Ils en veulent surtout au grand vizir qui les fait combattre comme de simples fantassins au lieu de les employer selon leurs traditions. Kara Mustafa se trouve pris au piège de sa propre ambition. Pour maintenir sa position et poursuivre le siège, il doit céder au chantage de ses troupes d'élite. Il leur promet des primes exceptionnelles, la part la plus importante des prises de guerre, et surtout toutes les femmes de la cité. Un engagement qui le lie et qui montre sa faiblesse. Car les nouvelles du Nord se précisent. Jean III Sobieski a quitté Varsovie avec 75 000 hommes. Charles de Lorraine a rassemblé 40 000 impériaux et allemands. Une armée de 115 000 hommes marche vers Vienne. L'étau se resserre autour des assiégeants. Kara Mustafa refuse d'y croire. Vienne va tomber. Elle doit tomber. Il redouble d'efforts, fait creuser de nouvelles mines, masse son artillerie. Le 4 septembre, nouvelle explosion formidable. Cette fois, c'est tout un pan du bastion Lebel qui s'effondre. La brèche est énorme. Les janissaires, réconciliés avec leur chef par ses promesses, se ruent à l'assaut. Leur cimeterre étincelant au soleil, ils escaladent les décombres en poussant leurs terribles cris de guerre. Cette fois, Vienne va tomber. Mais une fois encore, Starhemberg a prévu le coup. Ses hommes accueillent les assaillants avec des volées de mousquets et des charges de chevrotines. Le corps à corps est effroyable. Janissaires et défenseurs viennois s'égorgent dans les ruines fumantes du bastion. Le combat dure 8 heures. 3 fois, les Turcs semblent l'emporter. 3 fois, les Autrichiens contre-attaquent et les repoussent. Finalement, épuisés, ensanglantés, les janissaires doivent reculer. Vienne tient toujours. Pendant que Vienne agonise sous les coups des Ottomans, une autre bataille se joue dans les chancelleries européennes. L'empereur Léopold Ier multiplie les appels au secours. Le pape Innocent XI mobilise la chrétienté. Des subsides affluent de Rome. Des volontaires accourent d'Allemagne, d'Italie, même d'Espagne. Mais c'est vers la Pologne que se tournent tous les regards. Jean III Sobieski, roi depuis 1674, est le seul souverain européen à posséder une armée capable d'affronter les Ottomans en rase campagne. Cet homme de 54 ans, qu'on surnomme le Lion du Léchistan, a déjà battu les Turcs à plusieurs reprises. Il est le sauveur espéré. Sobieski n'hésite pas une seconde.
Le traité d'alliance défensive signé l'hiver précédent avec l'Autriche l'oblige à intervenir. Mais au-delà des obligations juridiques, c'est l'avenir de l'Europe chrétienne qui se joue. Le roi de Pologne dégarnit la défense de son propre pays et marche vers Vienne. L'armée polonaise qui descend vers le Danube offre un spectacle saisissant. En tête caracolent les fameux hussards ailés, cette cavalerie lourde unique au monde. Ces nobles Polonais portent des armures dorées et des ailes d'autruche ou d'aigle attachées à leur dos, destinées à terroriser l'ennemi lors de la charge. Leurs chevaux, spécialement sélectionnés et entraînés, peuvent porter plus de 100 kilos et charger instantanément après des centaines de kilomètres de marche. La vente d'un cheval de hussard à une personne extérieure à la République des deux nations est passible de la peine de mort, tant ces montures sont précieuses. Derrière les hussards viennent les autres unités de l'armée polonaise, Panzerni en armure de plate, Petit-Orsi armés de lances, dragons montés, mais aussi des contingents allemands commandés par des princes électeurs. Maximilien Emmanuel de Bavière, Jean-Georges III de Saxe ont répondu à l'appel. Même de jeunes nobles comme Louis de Bade et Eugène de Savoie participent à cette croisade. Ce dernier, âgé de 20 ans à peine, a quitté la cour de Versailles après que Louis XIV eut refusé de l'employer dans ses armées. Il vient chercher la gloire au service de l'empereur. L'Europe chrétienne se rassemble enfin. Catholiques et protestants, Français et Allemands, tous oublient leur querelle face au péril ottoman. Pour la première fois depuis des siècles, la chrétienté fait front uni contre l'islam. Dans Vienne, la situation devient désespérée. Début septembre, les Ottomans ont réussi à occuper une partie des ouvrages avancés. Leurs drapeaux verts flottent à quelques centaines de mètres de la cathédrale Saint-Étienne. La garnison s'épuise. Les munitions manquent. La dysenterie fait des ravages. Starhemberg compte ses hommes chaque matin. De 15 000 au début du siège, il ne lui en reste plus que 8 000 valides. Les blessés s'entassent dans les églises transformées en hôpitaux de fortune. L'odeur de la gangrène empeste les rues. La mort rôde dans chaque quartier. Les vivres s'épuisent. Le pain noir se vend au poids de l'or. On mange les chevaux morts, les chiens errants, les rats. Les puits sont empoisonnés par les cadavres. L'eau potable devient rare. Vienne se transforme lentement en charnier. Le 9 septembre, catastrophe finale. Les sapeurs ottomans font exploser la courtine, cette muraille qui relie les bastions Bourg et Lebel. L'explosion, la plus forte depuis le début du siège, secoue toute la ville. Une brèche de 50 mètres s'ouvre dans les défenses. Cette fois, c'est fini. Kara Mustafa convoque ses généraux. Demain, 10 septembre, aura lieu l'assaut général. 100 000 hommes donneront simultanément l'assaut sur tous les fronts. Vienne ne pourra résister à un tel déluge de fer et de feu. Le grand vizir fait préparer son costume d'apparat. Demain soir, il entrera en vainqueur dans la ville conquise. Il fera sonner les muezzins depuis la cathédrale Saint-Étienne, plantera l'étendard du sultan sur le palais impérial. L'Europe tremblera jusqu'à l'Atlantique. Starhemberg envoie un dernier message désespéré à l'empereur. Plus de poudre, plus de vivres, plus de soldats valides. Si les secours n'arrivent pas dans les 24 heures, nous devrons capituler. Que Dieu protège l'empereur et la chrétienté. Le messager quitte Vienne dans la nuit du 9 au 10 septembre. Il doit traverser les lignes ottomanes, éviter les patrouilles, porter ce cri de détresse vers les armées de secours dont on dit qu'elles approchent. Mais arriveront-elles à temps? Dans la ville agonisante, les prêtres donnent l'absolution générale. Femmes et enfants se massent dans les églises pour prier une dernière fois. Demain, Vienne sera ottomane. Demain, l'islam aura vaincu la chrétienté. 10 septembre 1683, 3 heures du matin, sur les Samtötu, hauteur du Kahlenberg, à 15 km au nord-ouest de Vienne, des feux s'allument dans la nuit. Jean III, Sobieski et Charles de Lorraine sont arrivés avec 115 000 hommes. L'armée de secours est là. Depuis 3 jours,
les deux généraux préparent minutieusement l'offensive. Reconnaissance du terrain, étude du dispositif, ottomane, coordination des mouvements. Cette bataille sera la plus importante du siècle. Elle décidera du sort de l'Europe. Le plan est ambitieux. L'armée chrétienne attaquera en 3 colonnes depuis les collines boisées du nord. À gauche, les impériaux de Charles de Lorraine. Au centre, les contingents allemands des princes électeurs. À droite, les Polonais de Sobieski, 80 000 hommes contre 300 000 Ottomans. L'infériorité numérique est écrasante, mais les chrétiens ont des avantages. Ils attaquent depuis les hauteurs, bénéficient de l'effet de surprise, disposent d'une cavalerie supérieure. Et surtout, ils se battent pour leur survie. Kara Mustafa dort encore dans son pavillon doré quand les premières lueurs apparaissent sur les collines. Ses espions lui avaient signalé l'approche de l'armée de secours, mais il n'y croyait pas vraiment. Comment ces chrétiens divisés pourraient-ils s'unir contre lui? Le réveil est brutal. À 4 heures précises, l'artillerie chrétienne ouvre le feu depuis les hauteurs. 40 canons impériaux bombardent les positions ottomanes. Le signal de l'attaque générale est donné. Charles de Lorraine lance ses impériaux à l'assaut des villages de Nussdorf et Heiligenstadt. Combat acharné dans les rues étroites. Les janissaires résistent farouchement, mais ils sont pris à revers par cette attaque venue du nord. Vers 6 heures, les 2 villages tombent aux mains des chrétiens. Au centre, les Allemands progressent plus lentement. Les princes électeurs de Bavière et de Saxe attaquent méthodiquement, village par village, tranchée par tranchée. Leurs canons pilonnent les positions turques, leur infanterie avance au pas cadencé. Mais c'est sur l'aile droite que tous les regards se portent. Sobieski fait avancer son infanterie vers le village de Gersthof, tout en massant sa cavalerie sur les hauteurs. 18 000 cavaliers polonais attendent l'ordre de charger. Le roi lui-même caracole en tête. Son armure, dorée étincelant au soleil. Midi sonne au clocher de Vienne. Dans la ville assiégée, Starhemberg observe avec des jumelles les combats qui font rage au nord. Pour la première fois depuis 2 mois, l'espoir renaît. Les secours sont là. Vienne peut encore être sauvée. Le comte autrichien fait donner ses dernières réserves. Les 8000 survivants de la garnison sortent de leur position et attaquent les Ottomans par l'arrière. Pris entre 2 feux, les assiégeants commencent à fléchir. Kara Mustafa comprend enfin la gravité de la situation. Il abandonne le siège et fait volte-face avec le gros de ses forces. 60 000 janissaires et sipaïs se déploient pour affronter cette nouvelle menace venue du nord. L'armée ottomane, la plus puissante du monde, va écraser ces chrétiens téméraires. Le combat fait rage toute l'après-midi. Villages et collines changent de main plusieurs fois. Les Ottomans résistent farouchement. Leurs janissaires, soldats d'élite aguerris, tiennent bon face aux assauts répétés. L'issue de la bataille reste incertaine. 15 heures. Charles de Lorraine relance l'offensive au centre et s'empare des villages d'Unterdöbling et Oberdöbling. Ses mousquets déciment les défenseurs turcs. Le dispositif ottoman commence à fléchir dangereusement. 15h30. Sobieski juge que le moment est venu. Depuis 12 heures, il retient sa cavalerie, attendant l'instant propice. Maintenant, avec les défenses ottomanes ébranlées, il peut porter le coup de grâce. Le roi de Pologne donne l'ordre tant attendu. 18 000 cavaliers se mettent en branle depuis les collines qu'ils occupent. En tête, 3 000 hussards ailés dans leurs armures dorées. Derrière eux, pancernis, chevaux légers, dragons. La plus grande charge de cavalerie que l'Europe ait jamais connue commence. La terre tremble sous les sabots de 18 000 chevaux. Le fracas est épouvantable. Cette avalanche de fer et de chair dévale les pentes boisées vers l'armée ottomane. En tête caracole Sobieski lui-même, son panache blanc flottant au vent, son sabre nu étincelant au soleil. Les hussards ailés frappent les premiers. Leurs lances de 5 mètres percent les rangs turcs comme des épis de blé. Leurs
Elle et d'autruche claquent dans leur dos, ajoutant à la terreur de l'ennemi. Derrière eux, les autres cavaliers enfoncent la brèche, élargissent la percée, transforment la victoire tactique en déroute générale. Le front ottoman vole en éclats. Les janissaires, qui tenaient bon depuis l'aube, voient leurs lignes percées de toutes parts. La panique gagne. Les premiers fuient, entraînant les autres dans leur déroute. En quelques minutes, l'armée la plus puissante du monde se transforme en une masse fuyarde. Kara Mustafa tente un dernier sursaut. Il rallie ses hommes dans le camp même, près de sa tente dorée aux 1000 merveilles. 20 000 janissaires et sipahis font front autour de leur chef. Ils vont vendre chèrement leur vie. Mais il est trop tard. La cavalerie polonaise déferle sur le camp ottoman comme un raz-de-marée. Les tentes s'effondrent sous les sabots des chevaux. Les soldats turcs, surpris dans leur cantonnement, n'ont pas le temps de s'organiser. C'est le chaos, l'apocalypse. 18 heures. Sobieski, toujours en tête de ses hussards, donne l'assaut final au pavillon du grand vizir. 3000 cavaliers chargent les derniers défenseurs de Kara Mustafa. Le choc est terrible. En quelques minutes, la garde personnelle du grand vizir est anéantie. Kara Mustafa lui-même doit fuir. L'homme qui rêvait de conquérir l'Europe s'enfuit en abandonnant ses trésors, son harem, ses canons. Il a juste le temps d'ordonner l'exécution de ses prisonniers chrétiens avant de s'échapper vers Belgrade. Sa défaite est totale, son humiliation complète. 19 heures. Tandis que la nuit tombe, Louis de Bade et ses dragons pénètrent dans les dernières tranchées ottomanes. La garnison de Vienne fait une sortie triomphale et se joint à ses libérateurs. Starhemberg, les larmes aux yeux, embrasse les premiers soldats polonais qui franchissent les murailles de la ville. Vienne est sauvée. Dans le camp abandonné, les vainqueurs découvrent des richesses inouïes. Soieries de Damas, épices d'Indais, pierreries de Perse, pièces d'or par milliers s'entassent dans les tentes du grand vizir. Les Polonais se servent les premiers, selon le droit de guerre. Le butin est si important qu'il financera des campagnes entières. Mais la plus belle prise n'est pas matérielle. En quelques heures, sur quelques kilomètres carrés, l'avenir de l'Europe s'est joué. Et c'est la chrétienté qui l'a emporté. La nouvelle de la défaite atteint Constantinople comme un coup de tonnerre. Mehmed IV refuse d'y croire. Son armée invincible, ses janissaires d'élite, ses canons terrifiants, battus par une poignée de chrétiens. Impossible! Mais les fuyards arrivent en masse à Belgrade, où Kara Mustafa tente désespérément de rassembler les débris de son armée. De 300 000 hommes, il ne reste que quelques dizaines de milliers de fuyards, démoralisés, sans armes, sans vivres, sans espoir. Le grand vizir comprend que sa carrière, et sans doute sa vie, se terminent ici. Dans l'Empire ottoman, l'échec se paie cher, très cher. Les sultans ne pardonnent jamais aux généraux vaincus, surtout quand la défaite résulte de la désobéissance aux ordres impériaux. Car Mehmed IV n'avait jamais autorisé l'attaque contre Vienne. Ses instructions étaient claires, pacifier la Hongrie, rien de plus. Kara Mustafa avait désobéi par ambition personnelle. Maintenant, il va payer le prix de sa démesure. Le 25 décembre 1683, jour de Noël, l'émissaire du sultan arrive à Belgrade. Il apporte le lacet de soie, symbole traditionnel de la disgrâce suprême. Kara Mustafa sait ce qui l'attend. Il se prosterne, une dernière fois sur son tapis de prière, récite le Coran, puis tend le cou. L'étranglement est rapide. Le bourreau, un muet géorgien spécialement dressé pour cet office, serre le lacet d'un geste expert. En quelques secondes, l'homme, qui voulait conquérir l'Europe, rend son dernier souffle. Son corps est abandonné sur place, proie à des chiens errants. Sa tête, coupée et salée selon la coutume, prend le chemin de Constantinople dans un sac de cuir. Elle sera présentée au sultan comme preuve de l'exécution de la sentence. Ainsi finit l'ambition démesurée du grand vizir. Mais au-delà de ce châtiment individuel, c'est tout l'élan conquérant de l'Empire ottoman qui se brise sous les murs de Vienne. Pour la première fois depuis des siècles,
l'armée turque a subi une défaite majeure en Europe. Le mythe de son invincibilité s'effondre. La victoire du 12 septembre 1683 ne sauve pas seulement Vienne. Elle déclenche une révolution géopolitique qui transforme l'Europe, car cette défaite ottomane libère des forces longtemps comprimées. Dès 1684, le pape Innocent XI forme une nouvelle coalition. La Sainte Ligue réunit l'Empire, la Pologne, Venise et bientôt la Russie contre les Ottomans. Cette fois, l'Europe chrétienne est vraiment unie. Fini le temps où chaque prince jouait sa partition en secret. Charles de Lorraine poursuit immédiatement son offensive. Il ne laisse aucun répit aux Ottomans démoralisés. Buda tombe en 1686 après un siège sanglant. La Hongrie se libère village par village. L'armée impériale, galvanisée par sa victoire, semble invincible. Eugène de Savoie, ce jeune prince qui a fait ses premières armes sous Vienne, devient le fléau des armées ottomanes. Zenta, en 1697, où il anéantit une armée turque entière. Belgrade, en 1717, prise d'assaut après un siège de 3 semaines. Victoire. Sur victoire, les chrétiens repoussent l'islam vers Constantinople. La guerre se mondialise. En Méditerranée, les Vénitiens reprennent la Morée. En mer Noire, les Russes s'emparent d'Azov. Sur le Danube, les impériaux libèrent la Serbie. L'Empire ottoman recule sur tous les fronts simultanément. La paix de Karlowitz en 1699 entérine cette révolution géopolitique. Pour la première fois de son histoire, l'Empire ottoman cède des territoires en Europe. La Hongrie, la Transylvanie, la Croatie, la Slavonie passent sous contrôle autrichien. Le déclin ottoman a commencé, mais les conséquences de Vienne dépassent le domaine militaire. Dans toute l'Europe, la victoire de Sobieski déchaîne l'enthousiasme. Te Deum dans les cathédrales, feux de joie sur les places, pamphlets célébrant la défaite du Grand Turc. L'art et la littérature s'emparent de l'événement. La fête du Saint-Nom de Marie, instituée le 12 septembre en mémoire de cette victoire, rappelle chaque année le miracle de Vienne. Une légende, attestée depuis le XIXe siècle, fait même remonter à cette bataille l'origine du croissant de boulangerie, cette pâtisserie ayant la forme de l'emblème ottoman vaincu. L'empire des Habsbourg sort transformé de cette épreuve. Hier menacé de mort, il devient une grande puissance européenne. La reconquête de la Hongrie lui donne des territoires immenses, des ressources nouvelles, une position stratégique exceptionnelle sur le Danube. Léopold Ier, l'empereur fallo qui avait fui sa capitale, retrouve son prestige. Ses généraux victorieux, Charles de Lorraine et Eugène de Savoie, font trembler l'Europe. Ses diplomates négocient d'égal à égal avec Louis XIV. L'Autriche rivalise enfin avec la France. Cette montée en puissance autrichienne bouleverse l'équilibre européen. Depuis Charles V, aucun empereur n'avait eu une telle influence. Maître de l'Allemagne, de l'Italie du Nord, de la Hongrie libérée, Léopold Ier encercle la France de Louis XIV. Le roi Soleil mesure amèrement les conséquences de sa politique. En encourageant l'offensive ottomane, il espérait affaiblir durablement l'Autriche. C'est l'inverse qui s'est produit. Son ennemi sort renforcé de l'épreuve, tandis que lui-même se trouve isolé en Europe. Car la victoire de Vienne a réconcilié l'Europe chrétienne. Protestants et catholiques, hier ennemis acharnés, ont combattu côte à côte contre l'infidèle. Cette union sacrée perdure après la bataille. Quand éclate la guerre de la Ligue d'Augsbourg en 1688, toute l'Europe se coalise contre Louis XIV. La France se retrouve seule face à l'Europe entière. Anglais, Hollandais, impériaux, Allemands, Espagnols, tous s'unissent contre Versailles. La politique cynique de Louis XIV se retourne contre lui. Il payera cher son alliance avec les Turcs. Jean III Sobieski entre dans la légende de son vivant. Surnommé le lion du Lochistan par les Turcs eux-mêmes, il incarne l'idéal du roi chevalier défenseur de la chrétienté. Sa charge héroïque du 12 septembre reste gravée dans toutes les mémoires.
Le roi de Pologne poursuit sa guerre, sainte contre les Ottomans. Parcani tombe quelques jours après Vienne. Buda est reconquise en 1686. Les forteresses turques de Hongrie tombent les unes après les autres. Sobieski libère des milliers de chrétiens, réduits en esclavage. Mais ces victoires épuisent la Pologne. Le royaume, saigné par des décennies de guerres continuelles, ne peut plus suivre le rythme. Ses finances sont ruinées, ses campagnes dévastées, sa noblesse décimée. Sobieski meurt en 1696, 3 ans avant la paix de Karlowitz, qu'il ne verra pas. L'ironie de l'histoire veut que le sauveur de l'Europe chrétienne précipite le déclin de son propre pays. En dégarnissant ses frontières pour secourir Vienne, Sobieski expose la Pologne aux appétits de ses voisins. Russes, Prussiens, Autrichiens commencent à lorgner sur ce royaume affaibli. Charles V de Lorraine, l'autre héros de Vienne, connaît un destin plus heureux. Ce prince sans trône, chassé de ses États par Louis XIV, trouve dans le service de l'empereur une revanche éclatante. Il libère la Hongrie, bat les Turcs en Serbie, meurt en 1690 couvert de gloire. Ernst Rüdiger von Starhemberg, le défenseur héroïque de Vienne, termine sa carrière comme maréchal de l'Empire. Sa résistance de 2 mois contre 300 000 ennemis lui vaut une réputation immortelle. Sans lui, sans ses soldats, Sobieski serait arrivé trop tard. Eugène de Savoie, simple volontaire en 1683, devient le plus grand général de son époque. Celui que Louis XIV avait refusé dans ses armées inflige aux Français d'humiliantes défaites. Blenheim, Malplaquet, Turin, autant de victoires qui vengent l'affront de Vienne. L'histoire aurait pu être différente. Si Vienne était tombée le 11 septembre, si Sobieski était arrivé quelques heures trop tard, si Starhemberg n'avait pas résisté jusqu'au bout, l'Europe aurait basculé, car la chute de Vienne aurait ouvert toutes les routes de l'Occident. Prague aurait suivi, puis Munich, peut-être même Paris. L'islam aurait planté ses drapeaux au cœur de l'Europe chrétienne. Les conséquences en auraient été incalculables. Mais Vienne a tenu. 18 000 cavaliers polonais ont changé le cours de l'histoire. En quelques heures, sur quelques kilomètres carrés, l'avenir de notre civilisation s'est joué, et c'est la chrétienté qui l'a emporté. Cette victoire ne marque pas seulement l'arrêt de l'expansion ottomane, elle inaugure une nouvelle Europe. Une Europe où l'Autriche équilibre la France, où l'Allemagne commence à s'éveiller, où la Russie entre en scène. L'Europe moderne naît sous les murs de Vienne. La bataille du 12 septembre 1683 entre dans l'histoire comme l'une des plus décisives de tous les temps. Au même titre que Marathon, Poitiers ou Les Pentes, elle sauve une civilisation menacée. Mais contrairement à ses victoires défensives, Vienne marque le début d'une reconquête. Car après 1683, c'est l'Europe chrétienne qui part à l'offensive. Expéditions scientifiques, missions commerciales, conquêtes coloniales, l'Occident rayonne sur le monde entier. Cette expansion planétaire commence sous les murs de Vienne, le jour où 20 000 cavaliers ont sauvé l'Europe. Le siège de Vienne en 1683 reste l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire européenne. Pendant 2 mois, le sort de notre civilisation a tenu à un fil. Une garnison de quelques milliers d'hommes a tenu tête à la plus puissante armée du monde. Un roi de Pologne héroïque a sauvé l'Europe au péril de sa propre couronne. Cette épopée nous rappelle que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, qu'une poignée d'hommes déterminés peut changer le cours des événements, que le courage et la foi peuvent triompher de la force brute. Vienne 1683, le jour où l'Europe a choisi son destin.